Et voilà, bienvenue les amis dans ce nouveau JT du grenier où mes poules de cristal, mes petits singes de la sagesse et mes marmottes qui descendent de la montagne elles aussi de la sagesse, nous vous saluons tous pour ce nouveau JT du grenier 2024, guerre civile, guerre nucléaire, guerre au Moyen-Orient, Israël, le Liban, les Houthis, le Yémen, la Russie qui menace d'envahir l'Europe, les aléas climatiques, les inondations dans le nord, krach boursier, krach immobilier, krach bancaire. Bon, autant vous dire que si on commence à faire... Oups, là, je fais tout tomber. Non, c'est bon. Si on commence à faire cette longue liste à l'après-vert, on n'est quand même pas tout à fait sorti de l'auberge, si vous voyez ce que je veux dire. Je vérifie si oui, je crois que normalement c'est bon, c'est branché. J'espère que ça va marcher, cette histoire de micro. Oui, donc bon, vous voyez bien que c'est un contexte très compliqué dans lequel nous sommes. On va commencer. Alors, rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière, cette vidéo c'est un petit peu la suite, ces milliardaires qui veulent des bunkers anti-apocalypse, c'est un peu la partie 2, et là on va regarder un petit peu plus quels sont les risques, qu'est-ce qui se passe un petit peu là, quelle est la situation, quels sont les différents types d'effondrements possibles, et puis accessoirement comment on se prépare, et pourquoi un bunker c'est pas forcément... utile d'investir dedans, mais on peut se protéger quand même. Voilà, donc on va continuer sur cette thématique. Alors d'abord, on convoque un petit peu Hollywood et la cinémathèque hollywoodienne avec les films récents. Alors, ce film-là, vous l'avez peut-être croisé, c'est de décembre 2023, donc il y a même pas 2 mois. Un film de Julia Roberts produit par les époux Obama, Barack et Michelle Obama, excusez-moi du peu. Ça s'appelle Le Monde après nous. Je vous lis le résumé, mais vous irez voir les bandes annonces sur les sites internet. Et puis, si vous faites du streaming totalement illégal en tapant le nom du film suivi de gratuit VF streaming, vous trouverez des choses. Bon, il faut avoir des bons antivirus, etc. Il faut faire attention parce qu'il y a voilà. Mais en tout cas, vous pouvez le voir. Amanda et Clay louent une maison dans un coin reculé du Long Island pour y passer des vacances paisibles avec leurs 2 enfants. Un soir, les propriétaires Ruth et GH reviennent en urgence, affirmant qu'une coupure électrique a paralysé les alentours. Sans téléphone, sans télévision ni internet, je vous raconte pas, c'est vraiment la fin du monde. Les locataires plongent dans l'incertitude. Peuvent-ils vraiment faire confiance à leurs hôtes? Ce qui est très intéressant, c'est que ce film, encore une fois, il est produit par Barack et Michelle Obama. C'est une actrice et pas de moindre qui tient le rôle principal, Julia Roberts, et c'est une histoire d'effondrement, bien évidemment. Alors ça, c'est l'un des... Donc c'est a priori, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est la bête de l'événement qui est là, comme dirait le président Emmanuel Macron. Vous pourrez retaper ça aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous allez sur Google, votre meilleur ami, et vous tapez la bête de l'événement Emmanuel Macron vidéo, et vous verrez Emmanuel Macron vous parler de ça. C'est donc a priori une perte de signal GPS, une attaque informatique majeure, etc. Et donc, ça, c'est un immense pétrolier qui va venir s'échouer directement sur la plage, là où les gens sont en train de bronzer, pendant que les avions tombent du ciel. Donc, on est vraiment dans un film catastrophe. C'est ce film-là qu'ont produit les époux Obama. Ils auraient pu produire plein d'autres choses, et c'est un film qui vient juste de sortir. Un film qui ne vient pas juste de sortir, mais qui va peut-être sortir. Je ne sais pas, peut-être trop tardivement d'ailleurs, peut-être qu'il ne sortira pas. C'est la nouvelle guerre de sécession américaine, Civil War. C'est prévu en avril 2024 sur les écrans, et donc ça met en scène une nouvelle guerre civile, une nouvelle guerre de sécession entre des États américains bien évidemment et l'État fédéral de Washington. Alors voilà pour
pour les films, dans un futur proche où les États-Unis sont au bord de l'effondrement et où des journalistes embarqués courent pour raconter la plus grande histoire de leur vie, une deuxième guerre civile qui s'intensifie rapidement et qui a englouti le pays tout entier. Nous assistons dans ce film à la fin de l'Amérique telle que nous la connaissons, vous voyez, avec un nouveau drapeau américain qui n'a plus que 2 États. Alors est-ce que c'est 2 États nouveaux ou 2 États qui restent ? Eh bien, écoutez, regardons la réalité. Et donc, la réalité, elle n'est pas très très loin de la fiction. La fiction n'est pas très très loin de la réalité. Vous avez peut-être vu, entendu quelques rumeurs de ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui est extrêmement grave. Là, on a potentiellement une crise absolument majeure qui est en train d'infuser et de monter aux États-Unis, qui a un potentiel évidemment d'être un événement type signe noir. Vous avez aujourd'hui une crise migratoire extrêmement forte au Texas, donc le Texas qui a toute cette partie ici là qui en fait là en dessous c'est le Mexique, donc toute cette partie là vous pourrez regarder sur les cartes sur internet, toute cette partie là c'est le Mexique, c'est là où il y a le fameux mur en partie de Trump, et puis il y a des parties où il n'y a pas le mur, où le mur n'a pas été complètement construit, et donc le Texas et le gouverneur du Texas ont décidé de ne pas laisser rentrer les milliers de migrants qui arrivent et de fortifier la frontière avec le Mexique pour empêcher ce qu'ils considèrent comme une invasion migratoire. Ce à quoi la Cour suprême américaine et l'État fédéral, c'est-à-dire Washington et Joe Biden, les démocrates, ont expliqué que non, il fallait laisser rentrer et que c'était pas au gouverneur du Texas, Abbott s'appelle-t-il, de contrôler les frontières, c'était une tâche fédérale, etc., etc., et c'était eux qui faisaient ce qu'ils voulaient. Résultat des courses, le gouverneur du Texas a tout simplement mobilisé la garde nationale pour aller assurer la sécurité de sa frontière en déclarant tout simplement la loi martiale, puisqu'en déclarant la loi martiale, là on rentre dans du juridique constitutionnaliste américain, en déclarant la loi martiale, il peut, sous prétexte d'une invasion, enfin sur risque d'invasion, quelque chose qui est prévu par la Constitution, donc pour se protéger d'une invasion, un gouverneur d'État peut déclarer la loi martiale, et à partir du moment où il déclare la loi martiale, il n'est plus obligé d'obéir à l'État fédéral, et donc à Washington et donc à Joe Biden. Joe Biden et l'administration démocrate a répliqué en disant qu'ils allaient fédéraliser la garde nationale, c'est-à-dire que le président des États-Unis allait décider de relever de son commandement le gouverneur du Texas pour acte de rébellion ou de sécession de l'un de ses États, et donc de prendre le contrôle de la garde nationale. Alors, face à ça, eh bien, d'autres États, 25 au demeurant, ont riposté. Donc c'est les 25 États que vous voyez en rouge qui ont soutenu publiquement non seulement le Texas, mais surtout ont mobilisé à leur tour leur garde nationale pour envoyer des renforts au Texas provenant de ces États qui soutiennent bien évidemment le Texas. Alors, ces États sont républicains, le Texas est un État républicain, et donc vous avez des États-Unis complètement coupés en deux entre les États républicains, bien évidemment, et les États qui sont des États démocrates. Alors, là, ce que vous voyez sur cette photo, ce sont des caravanes entières, on estime à quasiment 1 million d'Américains volontaires actuellement qui partent pour défendre les frontières du Texas. Donc en plus de la garde nationale texane, en plus des forces qui viennent des autres gardes nationales des autres États, eh bien vous avez à peu près 1 million, d'après les estimations d'Américains, qui sont également partis soutenir l'État texan et s'engager pour la surveillance des frontières. Donc vous voyez, on est quand même dans une situation qui est extrêmement compliquée. Et donc évidemment, sur fond, vous l'avez bien entendu, très certainement à l'esprit et en tête, c'est les élections américaines qui arrivent en novembre 2024, donc à la fin de l'année. Donc on est en pleine campagne électorale, donc Trump a parlé, et qu'est-ce que Trump a dit? Quand je serai président à la fin de l'année, au lieu d'essayer d'envoyer une ordonnance de restriction ou d'injonction au Texas, donc d'obéissance, je leur enverrai des renforts.
N'oubliez pas ce qu'il s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021. C'est, vous savez, la fameuse attaque du Capitole. Et les dynamiques révolutionnaires, elles prennent du temps, mais on voit bien s'installer. Et c'est tout le film qui est là, si vous voulez. Ce film ici, Civil War, il vient pas dans un contexte comme ça part pas de rien. Vous avez aux États-Unis des cisaillements qui sont extrêmement forts, extrêmement violents, extrêmement exacerbés. Et n'imaginez pas que nous n'ayons pas les mêmes en Europe. Nous avons les mêmes cisaillements en Europe, entre les mondialistes d'un côté, les souverainistes de l'autre, entre ceux qui veulent dissoudre les nations, ceux qui ne veulent pas être complètement dissous en tant que nation. Et donc c'est un combat pour la survie même des pays, des identités, et ce combat peut conduire à des guerres civiles et il peut conduire à des épisodes d'une extrême violence dont on a assez peu conscience. Et donc suivez cette situation, elle est, je vous dis, vraiment... Voilà, les poules de cristal ont la crête rouge qui frétille. Alors, la Russie qui menace d'envahir l'Europe, je vous fais pas tout un dessin, alors c'est pas la Russie, c'est l'OTAN qui dit que, d'accord, peu importe, mais c'est pour vous montrer encore une fois le climat difficile dans lequel nous vivons, avec factuellement une terrible guerre, pas aux portes de l'Europe, mais en Europe même, puisque l'Ukraine, géographiquement, c'est le plein cœur de l'Europe. Donc une guerre terrible et effroyable en plein cœur de l'Europe, avec la Russie et l'Ukraine, et via l'Ukraine, évidemment, toute l'Europe de l'Ouest qui arme l'Ukraine. Donc c'est un conflit, on est à deux doigts du conflit ouvert entre l'OTAN, l'Europe et évidemment l'Ukraine. Et on sait très bien que ça peut partir rapidement dans des combats et dans des conflits absolument effroyables. Et l'arme atomique n'est jamais loin. Israël qui menace d'envahir le sud Liban pour aller lutter contre le Hezbollah et le repousser plus au nord et plus loin de sa frontière. C'est pas dit que ça va se faire, mais en tout cas, là aussi, un pays arabe anonyme aurait fourni au Hezbollah des renseignements crédibles selon lesquels Israël lancerait une invasion dans le sud du Liban. On n'y est pas encore, mais vous voyez, à n'importe quel moment, on danse sur un volcan et ça peut évidemment partir en coquillette très 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 vite. Les aléas climatiques, on en a eu un petit aperçu, le grand froid, le grand chaud, les inondations, la grande humidité, les débordements, les tsunamis quand on est en Asie. Bon, bref, vous voyez bien que il y a une sismicité, il y a des risques, il y a des aléas climatiques, il y a des inondations, il y a des épisodes de très grande chaleur et de canicule. Vous avez des épisodes de grand froid également, même si a priori ils sont plus rares. Mais enfin bon, cette année on a quand même du froid, donc ça montre bien qu'on peut avoir aussi des épisodes de grand froid alors qu'on n'y est plus forcément si habitué, si préparé que ça, et ça peut entraîner quelques perturbations. Je vous passe également les blocages des agriculteurs qui sont mécontents dans la totalité de l'Europe. C'est pas que la France, c'est la totalité de l'Europe dans laquelle les agriculteurs se soulèvent, et pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sont tous soumis aux oukases de la grosse commission européenne de Bruxelles, et que cette grosse commission, eh bien, elle est extrêmement castratrice, elle est, si j'oserais, assez nauséabonde, n'est-ce pas? Et donc ça sent pas très bon, et ça sent tellement pas bon que, effectivement, on contrôle nos agriculteurs avec les passages satellites, tous les 3 jours, savoir s'ils ont semé comme il fallait, pas semé comme il fallait, mis les intercultures, pas mis les intercultures. Bon, au bout du compte, les pauvres, ils passent leur temps à se faire taper sur les doigts et à remplir des formulaires, des bordereaux, des papiers, des traçabilités. Et tout ça pour, objectivement, pas forcément grand-chose. Alors, là, je vous ai rapidement brossé un panorama qui est pas pessimiste, qui est juste factuel. C'est-à-dire que c'est objectivement ce qui se passe. Je vous ai pas parlé, mais par exemple, je vous l'ai pas évoqué, mais bon, vous savez qu'avec le Yémen, on a un problème avec le canal de Panama et avec le canal de Suez, pardon, excusez-moi, je voulais justement, lapsus révélateur, vous parler du canal de Panama. Donc le canal de Panama, on a un problème sur le canal de Panama qui est obligé de réduire considérablement le débit des bateaux qui passent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour alimenter le canal de Panama. Alors vous allez me dire, mais pourquoi alimenter le canal de Panama? Pourquoi faudrait-il de l'eau pour alimenter le canal de Panama? Vous avez un océan d'un côté, un océan de l'autre, on n'a qu'à faire rentrer l'eau. Eh bien non, on ne peut pas. Parce que d'un côté, on a l'océan Atlantique, de l'autre côté, on a l'océan
Pacifique. Et donc, on ne veut pas mélanger les deux océans, les faunes, les flores, etc. Et donc, on est obligé d'utiliser de l'eau douce pour le canal de Panama. Et cette eau douce, elle commence à manquer sérieusement. Et donc, le canal de Panama n'est pas à sec, mais presque. Et donc, on est obligé de réduire le débit du nombre de navires qui y passent. Donc, vous voyez, on est dans une situation qui est extrêmement complexe. Et donc, l'une des choses dont je voulais vous parler, qui est la suite de la semaine dernière, pourquoi un bunker ne sert à rien, mais pourquoi par contre, il faut quand même se préparer, et donc, comment on peut faire. Alors, regardez, un bunker solide, c'est cher, même pour un milliardaire. Vous avez ici, c'est Cheyenne Mountain Complex, c'est la grande base militaire américaine sous une montagne absolument gigantesque de granit. C'est immense, vous y rentrez avec des camions, un camion qui rentre, un camion qui sort en même temps. Vous avez à l'intérieur de ce type de structure monté sur des grands ressorts pour pouvoir absorber l'onde sismique d'un choc nucléaire à proximité. Enfin bon, attention, là on est dans les trucs qui servent des films, aux films de science-fiction. Regardez, ça c'est la porte, hein. L'une des portes. Donc vous voyez, c'est à la fois immense, c'est gigantesque, c'est des villes dans la ville. Là, vous ne le voyez pas, mais vous avez des voitures à l'intérieur. Donc tout ça, c'est évidemment hors de portée même des milliardaires. Là, on est dans le militaire pur, on est dans ce que seuls les États peuvent se payer. Et d'ailleurs, on a la même chose en France, hein, à Taverny, en région parisienne, c'est dans le 95, c'est dans le Val d'Oise. Vous avez une base aérienne, vous pouvez vous amuser à regarder ça sur Google Maps. Là où c'est flouté, c'est là où vous avez l'équivalent français du complexe de Cheyenne Mountain aux États-Unis. Alors, un bunker, pourquoi faire en fait? On ne se pose pas forcément bien les bonnes questions. Et si je vous partage ces réflexions-là, cette méthode intellectuelle, vous pouvez l'appliquer à tous les sujets. Voilà, c'est à tous les sujets. Donc là, on va parler bunker, mais on peut parler de votre résidence principale, de votre maison, de votre chalet de vacances, peu importe. Hein, c'est la méthode, elle est la même. C'est déjà pourquoi faire. Pourquoi faire? Quand est-ce que c'est utile? Et donc on liste les utilités d'un bunker. Et donc c'est pour vous protéger d'un risque d'explosion immédiat. Bon, si vous voulez vous protéger d'un coup direct, il vous faut ce genre d'installation, quoi. Voilà, hein, c'est Cheyenne Mountain, c'est 500 mètres de granit au-dessus, des portes anti-souffle qui font 2 mètres d'épaisseur. Enfin bon, voilà, on est dans des installations pour se protéger d'un risque d'explosion directe. On est dans des installations complètement délirantes. Pour vous protéger d'un risque de souffle. Donc, quand vous avez par exemple une explosion nucléaire, vous avez l'onde de choc, le souffle de l'explosion. Alors, pas qu'une explosion nucléaire, toute explosion déclenche une onde de choc ou du souffle. Pour se protéger du souffle, un simple sous-sol suffit. À la limite, vous êtes dans un fossé ou derrière une butte de terre et vous serez protégé du souffle d'une explosion, y compris nucléaire, si elle est évidemment suffisamment loin. Encore une fois, si vous êtes au point d'impact, de toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire. On a un bunker pour se protéger des risques de retombées radioactives, par exemple, d'accord ? Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on a des systèmes de filtration d'air avec des énormes filtres au charbon actif, qu'on renouvelle l'air de son bunker, etc., etc. Pour se protéger du risque chimique, pareil, ça implique une gestion de l'air. Pour se protéger du risque bactériologique, pareil, ça implique ce genre de système de filtration, voilà, et puis de se protéger des attaques armées. C'est le côté panic room, on s'enferme, et puis les gars, ils ont beau tirer dessus, vous êtes enfermé et bien en sécurité à l'intérieur de votre bunker. Alors, si vous n'avez pas ce type de bunker-là, voilà, hein, et ça, avec votre propre armée pour vous protéger, et que vous avez plutôt ce genre de choses, c'est déjà pas mal, hein, vous avez une porte qui est épaisse comme ça, qui doit faire 15 cm ou 20 cm d'épaisseur, donc c'est déjà pas mal, sauf que vous voyez là, vous avez la prise d'air et la sortie d'air. Bon, si vous êtes un méchant vilain, vous vous mettez dehors, vous bouchez la prise d'air, puis c'est terminé, hein, j'attends 4 heures et puis vous sortez, ou alors vous mourrez étouffé dans vos vapeurs de monoxyde. Donc, attention, même le risque d'attaque armée, c'est compliqué de s'en protéger avec un petit bunker comme ça. Donc, à mon sens, pour nous, il y a une vraie
inutilité du bunker, et donc il ne faut pas forcément rentrer là-dedans. Il faut vraiment rester, et c'est toujours mon approche dans la lettre stratégie et dans les dossiers de stratégie et dans tout ce qui peut être accompagnement, formation, conseil, c'est vraiment l'approche face je gagne, pile je ne perds rien. Voilà. Et ça c'est très important d'avoir toujours cette espèce de réflexe intellectuel qui consiste à chercher toujours des solutions qui sont pertinentes dans tous les cas. Voilà. Et une bonne solution, c'est une solution qui est pertinente, quels que soient les événements ou la manière dont la situation va être amenée à évoluer. Donc c'est le double usage de chaque investissement. Alors j'ai pris l'exemple là ici d'une VMC double flux. Vous avez une maison, vous l'étanchéifiez, vous regardez, donc contre une guerre bactériologique ou contre des retombées radioactives, vous n'avez pas besoin d'être enterré, vous avez simplement besoin d'être dans une coque qui soit suffisamment étanche avec une filtration d'air. Vous n'avez pas besoin d'être enterré pour vous protéger de retombées radioactives, il faut juste que les poussières ne rentrent pas. Donc il faut une surpression là où vous êtes et une gestion évidemment de l'air d'entrée et de l'air de sortie. Donc vous pouvez tout à fait utiliser du matériel civil qui est avec des VMC double flux, un système de filtration d'air nitrique qui va vous coûter beaucoup plus cher que le premier modèle de VMC double flux de chez Brico Dépôt bien évidemment, mais qui vous permettra d'économiser de l'énergie pour vous chauffer moins, qui va améliorer le DPE de votre logement, etc. Que des choses positives avec une VMC qui va avoir des filtres EPA, dernière technologie, avec une filtration optimale, etc., etc. Et vous pourrez filtrer évidemment votre air d'entrée. Alors vous aurez un air sain dans tous les cas, et puis si jamais les choses se passaient mal, eh bien vous auriez un système beaucoup plus résilient que les autres, tout en sachant que, attention, il faut de l'énergie, il faut de l'électricité pour faire tourner ces systèmes de ventilation. Donc tout ça, ça se prévoit, ça se gère, c'est vraiment l'aménagement, la préparation du domicile. Alors, plutôt que de se construire un bunker à côté d'une base aérienne qui pourrait être bombardée atomiquement, vous avez aussi la possibilité de choisir une localisation un petit peu éloignée de toutes les bases stratégiques et de tous les centres de pouvoir ou ce genre de choses qui pourraient attirer par exemple une frappe nucléaire ou un attentat ou que sais-je, et puis vous vous mettez dans des endroits qui ne sont pas stratégiques. Alors ça vous coûtera moins cher que de construire un bunker, puis ça vous coûtera moins cher aussi que de loger dans plein Paris 16e. Donc préparer sa résilience, c'est préparer la résilience également de son domicile, et c'est évidemment du bon sens dans la situation dans laquelle nous sommes. La sécurité, elle ne se résume pas à un bunker individuel, la sécurité, elle est toujours collective et elle s'exprime dans une profondeur géographique. Donc la sécurité, on l'assure sur une zone, on l'assure pas juste sur sa maison, on l'assure sur une zone, et donc de toute manière, ça implique une organisation qui nécessite un nombre important d'intervenants, une véritable capacité logistique, et seul, de toute manière, on n'est pas capable d'assurer une sécurité crédible. La préparation du domicile, c'est quelque chose d'hyper important. Vous l'avez, et le choix de votre localisation, c'est quelque chose d'hyper important. Vous l'avez vu avec nos concitoyens qui sont dans le nord, qui ont subi des inondations. Quand vous êtes en zone inondable aujourd'hui, la résilience de votre domicile, elle pose clairement problème. Vous êtes clairement chassé de votre domicile. Donc le choix du domicile est important. La localisation du domicile est important. Si vous êtes sur une pente où vous avez des fortes précipitations, où vous êtes inondé à chaque fois qu'il pleut fortement, eh bien vous avez un problème de localisation. Si vous êtes dans une région où il fait extrêmement chaud, vous n'avez pas d'eau, pas de puits, etc., vous avez peut-être un problème de localisation. Si vous êtes dans un endroit où il fait extrêmement froid, vous ne pouvez pas vous chauffer parce que vous n'avez pas la ressource en bois, vous n'avez pas de forêt, vous n'avez pas de branchage à ramasser sur votre terrain, etc., vous êtes peut-être pas sur un habitat que vous pouvez préparer de telle manière à être résilient dessus. Alors, la conclusion là-dessus, c'est que vous l'avez compris, on est dans une situation qui est profondément VICA. Donc encore une fois, VICA, c'est volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Tout est possible. Évidemment, on espère le meilleur, mais le pire n'est pas certain, mais il n'est pas impossible non plus. Au contraire, on sent bien qu'on est dans des situations qui sont extrêmement incertaines, extrêmement volatiles, avec des tensions immenses et des aléas climatiques bien réels que nous pouvons tous visualiser. Alors, il ne s'agit pas de me lancer dans le débat sur pour ou contre le réchauffement climatique, ce n'est pas le sujet. En tout cas,
la réalité, et de manière très pragmatique, c'est que nous avons des aléas climatiques. Et ces aléas climatiques, on doit en tenir compte évidemment pour la préparation de la résilience de nos domiciles. Donc le choix de votre localisation est crucial dans votre résilience personnelle. Voilà, c'est vraiment crucial. Et ça le sera de plus en plus. Et la préparation de votre domicile, bien évidemment, est essentielle, tout en sachant que la survie seule, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière et sur lequel j'ai insisté, elle reste totalement illusoire. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien vous avez dans les espaces lecteurs comment construire votre bunker comme les milliardaires mais les milliards en moins. C'est le dossier stratégie du mois de janvier 2024. Il n'y a aucune fatalité à cet avenir de la société de Cast. Eh bien ça, c'était le truc d'un copier-coller qui est resté et que je n'ai pas retiré. Dans ce dossier, j'aborde le véritable rôle et l'utilité d'un bunker, les alternatives économiquement pertinentes, évidemment, et c'est tout ce qui a trait à la préparation du domicile, les scénarios d'effondrement possibles, on en a vu quelques-uns, comment concevoir et préparer sa relation à l'autre, articuler son PEL, alors le PEL c'est patrimoine, emploi et localisation, et pas plan, épargne, logement, mais c'est votre patrimoine, votre emploi, votre localisation, comment vous articulez tout ça, comment vous choisissez votre localisation et les critères de choix d'une localisation dans le monde VICA dans lequel nous sommes, et c'est extrêmement important, et puis évidemment du bunker au bunker, parce que, encore une fois, la survie, la résilience, ce n'est pas une affaire individuel, nous sommes dans un monde individualiste. Donc comme on est dans un monde individualiste, nous avons perdu complètement la notion de la résilience collective et on a complètement oublié qu'en cas d'effondrement de tous les services supports qui permettent l'individualisme, c'est parce que vous avez des hôpitaux, c'est parce que vous avez des plombiers, c'est parce que vous avez des magasins qui sont alimentés, c'est parce que vous pouvez aller acheter une paire de chaussures quand vous n'avez plus rien aux pieds, c'est parce que vous avez tous ces services supports que aller à l'hôpital pour faire soigner, etc. C'est parce que vous avez l'ensemble de ces services supports que vous pouvez vous permettre d'avoir le luxe de vous sentir individualiste et d'avoir un comportement individualiste. Si on retire les services supports, l'individualisme n'est par définition plus possible. Et donc, l'être humain étant par nature, par essence, adaptable et surtout très pragmatique, eh bien, quand les faits lui retireront, ou si les faits lui retiraient la capacité à accéder à ces services supports, eh bien, il serait obligé, de toute manière, de se rendre compte que la survie est collective et donc on repasserait d'une culture de l'individualisme à une culture beaucoup plus collective et ça extrêmement rapidement. Voilà les amis, donc pour vous abonner c'est simple, insolencier.com/boutique ou là-haut vous avez, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez vous abonner en cliquant là-haut, ça vous amènera directement sur le site. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube, mettre un pouce, discuter, partager, échanger dans le bas des commentaires, même si j'y réponds encore une fois extrêmement rarement, j'essaye de les lire. Et puis vous pouvez activer les notifications, partager massivement cette vidéo et puis me retrouver sur le site insolenciae.com de toute façon, puisque il y a de toute manière 5 infos clés chaque jour et une petite newsletter gratuite à laquelle vous pouvez souscrire et vous abonner totalement gratuitement et l'arrêter dès que vous avez envie. C'est le principe des lettres d'infos gratuites. Voilà les amis, vous prenez grand soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT du grenier avec, je l'espère, pas de guerre civile aux États-Unis, un mouvement des agriculteurs qui n'entraînera pas des perturbations trop importantes, ni des confrontations trop importantes entre forces de l'ordre et les amis agriculteurs, et qu'ils auront évidemment ce qu'ils méritent d'avoir, c'est-à-dire pouvoir bosser, gagner dignement leur vie et puis ne pas être embêtés par des administrations tatillonnes, des règlements insupportables et puis surtout qu'il ne soit pas interdit de faire eux ce que l'on autorise les autres à faire à l'étranger et que l'on importe à vil prix alors qu'eux ne peuvent pas travailler avec des normes supérieures. Tout ça est totalement délirant, c'est évidemment un juste protectionnisme alimentaire, agricole.
Voilà, ce sera notre débat, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus la semaine prochaine. Salut les amis, si en fonction de l'actualité. Prenez bien soin de vous, au revoir.